Garder un esprit critique et faire preuve de réflexivité, comment on fait? Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit débrief sur la vidéo que j'ai tournée il y a peu de temps, qui tournait autour des multiples facettes de la créativité. On était parti sur un modèle qui est le modèle des 7 C, que j'avais agrémenté d'un 8e C, et que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas vu. L'idée aujourd'hui, c'est de repasser sur les différents détails qui ont été expliqués dans cette vidéo et grâce à un chatbot dopé à l'intelligence artificielle, de faire ce que je vais appeler un réflexe critique, donc un exercice de réflexivité sur ce que j'ai dit pour voir qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était moins bien, avec une approche critique. L'idée étant que je vais tenter avec ces interactions de me mettre à l'épreuve et de modifier, ajuster ceux qui auraient pu être mal dits, ceux qui auraient pu être imprécis. Et donc vous allez voir une suite de petits prompts qui serviront de tests, d'exercices pour moi-même et qui vous donneront une méthodologie aussi pour apprendre, des ajustements sur ce que j'ai pu dire dans la précédente vidéo que je vous invite à consulter si vous ne l'avez pas vu. Voilà, donc on va y aller, ça va démarrer. Je vais partager mon écran. Comme vous le voyez, on est sur ChatGPT. L'idée, c'est que je vais lui donner un transcript de la vidéo qui parle de créativité. Comme je l'ai mis ici, elle aborde les multiples composantes du concept de créativité en reprenant un modèle issu de la littérature scientifique. Alors la dernière étape que je veux lui faire faire, c'est d'élaborer des explications alternatives et des scénarios contrefactuels. Parmi les explications données dans le transcript, donne des explications alternatives concurrentes et montre en quoi elles sont aussi plausibles, voire meilleures. Donne également 5 scénarios contrefactuels au point clé du transcript. Et enfin, propose des tests empiriques ou des expériences de pensée qui mettent à l'épreuve les concepts que j'ai expliqués. Il l'a déjà fait un peu par le passé et peut-être qu'il va commencer à se répéter. Peut-être que moi aussi je vais commencer à me répéter, mais c'est pour vous montrer un exercice qui me semble être pertinent, à la fois quand on est dans une forme de démarche de recherche ou scientifique, mais aussi pour soi-même, pour se remettre en question. Ok, donc il a terminé les explications alternatives, les scénarios contrefactuels, des explications alternatives concurrentes. Le modèle socioculturel de Csikszentmihalyi. La créativité née de l'interaction entre domaines, champs et individus. Oui, on pourra développer les thèses de ce monsieur, dont le nom est pas facile à prononcer, je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé. Pas seulement des créateurs, créations et consommateurs, il parle de domaines, champs et individus. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus clair, mais on pourra aller sur ces sujets-là aussi pour développer qu'est-ce qu'il appelle un domaine, un champ. Bon, l'individu, c'est plus clair quand même. Cela met l'accent sur la médiation par les pairs et les gatekeepers plutôt que sur les consommateurs. Donc là, gatekeepers, ça serait des gens qui ont une autorité plus grande, une légitimité plus grande à dire ce qui est de la créativité ou pas, notamment dans le domaine de l'art. Approche processuelle radicale. La créativité n'est pas un ensemble d'entités fixes, mais un flux d'événements où sujets et objets se co-constituent. Ici, le produit disparaît au profit du processus. D'accord. Perspective évolutionnaire. Les idées se propagent comme des mèmes, variation, sélection, transmission. Ce n'est ni l'auteur ni le consommateur qui importe, mais la dynamique de reproduction culturelle. Réappliquer le schéma conceptuel de l'évolution et de la sélection comme les mèmes. Oui, j'ai pas la référence pour celui qui a manifesté ça sur la propagation des mèmes. Et d'ailleurs, les mèmes, c'est aussi ce que vous avez sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux, des choses comme ça qui passent et qui se transmettent de personne en personne très rapidement parce qu'elles ont un pouvoir attracteur très très fort. On ira sur cet aspect-là des productions qui sont plus ou moins attractives ou pas, plus ou moins surprenantes ou pas. C'est clairement un critère qui joue. Approche centrée sur l'usage. Une création ne devient créative que par les usages détournés qu'en font les publics. Dans cette optique, le consommateur est un co-créateur et non un simple récepteur. Je ne pense pas que ça remette en question tout ce que j'ai dit sur ce modèle conceptuel des 7C, mais c'est une petite sous-partie qu'on pourra aller creuser. Et le modèle contextuel écologique, la créativité est un émergent d'un écosystème, ressources, contraintes, réseaux. Les C ne sont pas des îlots, mais des nœuds dans un réseau dynamique. Bon, il propose une autre analogie, une autre métaphore, ça ne change pas forcément conceptuellement ce qu'il y a derrière. 5 scénarios contrefactuels, voyons ce qu'il nous dit. Sans reconnaissance, une œuvre non publiée mais novatrice reste-t-elle créative? Les journaux intimes, les innovations militaires classifiées. Innovations militaires classifiées, évidemment, elles ne sont pas rendues publiques, mais il y avait bien plusieurs personnes là-dedans. Et si elles deviennent créatives, ce sera parce qu'elles ont été reconnues par un public à un moment donné. Sans produit fini. Si une démarche créative ne produit rien de tangible, juste un état d'esprit ou une performance éphémère, est-ce encore de la créativité?
Bon, c'est pas des scénarios contrefactuels, je crois qu'il ne sait pas exactement ce que c'est, et de toute façon, avec ce que je lui avais donné, difficile de faire des scénarios contrefactuels. Sans individu distinct. Dans une communauté où tout est collectif, tradition orale, la catégorie créateur a-t-elle encore du sens? Si on ne distingue plus les individus humains entre eux, le modèle avec les créateurs, il n'y a plus aucune pertinence. Mais dans ce cas-là, je pense qu'on perd en niveau d'analyse et de détail sans gagner autre chose. On peut très bien dire qu'il y a des individus, tout en considérant aussi les échelles plus collectives et groupales. 4. Sans parcours cumulatif, si la créativité n'était pas corrélée à l'expérience, mais survenait surtout par accident ou par outsider advantage, je ne sais pas ce que ça veut dire, un avantage de l'outsider. Si elle n'était pas corrélée à l'expérience, ce serait intéressant de voir ce que ça donnerait. Et dans ce cas-là, on va sur des modèles spontanés, les modèles du don. La créativité, c'est quelque chose de spontané, c'est un don que certains ont et d'autres pas. J'adhère pas à ça en tant que pédagogue parce que j'ai un postulat de base qui me dit que tout le monde peut développer sa créativité, tout le monde a un potentiel créatif, je l'ai dit, mais vous pouvez être en désaccord. Dans ce cas-là, il faudra le justifier et pourquoi pas. Sans contexte externe, peut-on isoler la créativité d'un contexte socioculturel? Exemple, les expériences en laboratoire et les IA génératives hors données culturelles. Alors ça, c'est une question intéressante, mais ça me semble être peu écologique. Réduire tout au contexte de laboratoire, c'est extirper à la réalité certains morceaux. Et voyons les tests empiriques et les expériences de pensée qu'il propose. Test 1, créativité invisible. Étudier des personnes qui produisent des œuvres sans jamais les montrer. Carnet privé, prototype interne, et évaluer leur créativité avec des critères d'experts. Alors ce serait intéressant, mais de fait, cette créativité invisible deviendrait visible par l'expérimentation elle-même. Et j'aime bien l'idée qu'il a, d'aller voir plutôt dans des choses qui sont privées et qui n'étaient pas à vocation d'être publiées. Test 2, usage détourné. Proposer un objet à un groupe et observer combien de nouveaux usages créatifs ils inventent. Mesurer la créativité du produit par l'usage plutôt que par la conception. Ça existe, c'est un test qui s'appelle le test des usages alternatifs. Là, il n'a rien inventé. Processus versus produit. Comparer deux groupes, l'un avec un produit final imposé, l'autre sans exigence de résultat. Mesurer les indicateurs de créativité perçue. Super, mais il faudra encore définir ce que c'est que la créativité perçue. Effet du contexte. Expérimenter des environnements stimulants vs contraignants. Temps limité, règles strictes et observer l'impact sur la qualité et quantité des idées. C'est une expérience qui peut être intéressante. Je ne vois pas après ce qu'il veut mesurer avec ça, à part quels sont les environnements qui sont des stimulateurs ou des freins à la créativité. Ça peut être intéressant, mais il y a déjà de la recherche dessus et je pourrais vous en dire quelques mots. Expérience de pensée, l'IA versus l'humain. Dans les passages sur les créateurs, j'en dirais deux mots sur est-ce qu'on peut comparer les IA génératives à des créateurs ou pas et quelles sont les tensions en jeu là-dedans. J'ai aussi écrit d'ailleurs des articles sur le sujet pour savoir si les IA sont des agents créatifs. Donc est-ce que ce sont des agents déjà? Est-ce que ce sont des agents créatifs si c'est le cas? Il y a des points qui vont dans le sens qu'ils sont capables de faire œuvre créative. Par contre, sur leur agentivité, c'est beaucoup plus questionnable et je vous renvoie vers ces deux articles que je mettrai en description. Voilà, on arrive à la fin de ces petits tests qui me permettent de me mettre à l'épreuve, de me questionner, de faire preuve de réflexivité. Et je vais passer à une dernière demande à ChatGPT qui est à la fois pour moi et pour vous, c'est qu'il m'élabore un petit test avec tout ce qu'on a dit et différents exercices qui sont les exercices classiques pour tester les connaissances. Alors là, je vais lui faire un test. Donc l'étape 8, se tester à partir du transcript et des différentes réflexions précédentes, fabrique un test de 20 questions avec des QCM, des exercices d'appariement, des textes à trous et des exercices de type trouver l'intrus. Alors voyons s'il m'en fait des bons. Bon voilà, il m'a généré les 20 questions. On regarde s'il y a bien 20 questions. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais vous laisser ce QCM sur mon blog. Et l'idée, ce sera que vous puissiez aller le faire. Vous en faites ce que vous voulez. Ou alors, j'en referai un format de ce QCM, question-réponse, où je vous laisse un temps pour répondre. Et voilà. Vous vous en saisissez comme vous le voulez, avec le niveau d'activité ou de passivité que vous souhaitez. En tout cas, avec cette vidéo format réflexe critique. J'espère que vous aurez vu à la fois des processus, des méthodes pour se challenger, se mettre à l'épreuve sur quelque chose qu'on a produit. En l'occurrence, pour moi, c'était la vidéo sur le modèle des 7C et sur les différentes facettes de la créativité. Et puis, en dehors de ces méthodes aussi, des ajustements, des précisions, des réflexions que je n'aurais pas pu mener dans la vidéo principale. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura été source d'apprentissage. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo plus conceptuelle ce coup-ci. Allez, ciao! Avec Réflexe Critique, on revient sur nos croyances et sur nos connaissances. On explore à l'intérieur et à l'extérieur pour révéler nos forces, mais aussi nos erreurs. On met à jour ce qu'on pense pour identifier nos angles morts. Ça, c'est la réflexivité.
on reformule et on compare pour juger, ça, c'est l'art de critiquer. C'est l'art de critiquer. Si vous aimez vous regarder dans le miroir sans détourner le regard, alors à bientôt pour exercer ensemble notre réflexe critique.